Est-ce que tu as des objectifs ou des choses que tu veux changer dans ta vie mais qui restent au placard ou pour lesquelles tu as l'impression qu'il y a une force invisible qui t'empêche d'y aller? Est-ce que tu te désespères parce que tu sais ce que tu dois faire mais tu le fais pas ou tu n'y arrives juste pas? Si tu réponds oui à ces 2 questions, alors tu es dans l'auto-sabotage. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis super heureuse de vous retrouver en cette rentrée et pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, j'ai pas encore pris de vacances. Je vais aller fin septembre dans le sud de l'Italie, dans ma famille, et j'ai hâte. Mais j'avais hâte aussi de reprendre le podcast parce que j'adore cette manière d'être en lien avec vous. Il va y avoir des épisodes incroyables et des invités de grande qualité pour cette nouvelle saison. Donc, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Commençons avec le sujet du jour et avec une question. Est-ce que tu as des objectifs ou des choses que tu veux changer dans ta vie mais qui restent au placard ou pour lesquelles tu as l'impression qu'il y a une force invisible qui t'empêche d'y aller? Est-ce que tu te désespères parce que tu sais ce que tu dois faire mais tu le fais pas ou tu n'y arrives juste pas? Si tu réponds oui à ces 2 questions, alors tu es dans l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quand on se dévie soi-même en fait finalement de son objectif et 99% du temps, on le fait de façon inconsciente. Une précision sur le vocabulaire pour cet épisode. L'auto-sabotage n'existe pas. Mais pour les besoins du sujet, parce qu'on sait tous ce que ça veut dire, c'est assez clair comme mot, l'auto-sabotage, je vais utiliser ce mot-là. L'auto-sabotage, c'est en fait de l'autoprotection. On va voir pourquoi. L'auto-sabotage est très spécifique à chaque personne, mais il y a des grands schémas qu'on voit en détail en coaching, que je vois en détail en coaching avec mes clients pour vraiment comprendre quels mécanismes sont à l'œuvre, quelles croyances nourrissent ces mécanismes d'auto-sabotage. Ici, j'en citerai quelques-uns et surtout, ce que je vais vous guider là dans le podcast pour comprendre si vous êtes dans un cycle d'auto-sabotage pour que vous puissiez vous dire « Ah ouais, oui, c'est moi ». Pourquoi l'auto-sabotage, c'est en réalité de l'autoprotection? L'auto-sabotage, c'est un mécanisme de survie qui nous permet d'éviter le stress, la peur, l'inconfort. On est câblé pour penser qu'on a plus à gagner en restant là où on est que d'aller vers l'inconnu. C'est comme ça qu'on est fait. J'aime pas, moi, cette expression de zone de confort parce que souvent, là où on est, c'est pas confortable. Sinon, vous n'essayeriez pas de changer, vous n'écouteriez peut-être même pas ce podcast si c'était confortable là où vous êtes maintenant. Donc, c'est pas une zone de confort, c'est une zone de connu, en tout cas. Mais c'est cette zone de connu dans laquelle on reste et dans laquelle on pense qu'on a plus à gagner à y rester que d'aller dans into the wild, un peu, dans l'inconnu. Et parfois aussi, là où on s'auto-sabote, c'est les seuls endroits de notre vie où on se sent en contrôle. L'auto-sabotage, c'est vraiment un moyen de vérifier nos pires suppositions. De toute façon, je m'en sortirai jamais. J'arriverai jamais à quitter ce métier. Et puis c'est pour ça que j'ai un entretien d'embauche pour un autre travail ailleurs et puis mon réveil sonne pas, par exemple. Ces fameux, les fameux actements où je bafouille, ou même je procrastine la recherche d'emploi. Comme ça, je suis tout le temps en train de confirmer ma pire supposition que j'arriverai jamais à quitter ce poste qui ne me convient plus, ce métier qui est plus aligné pour moi. Comme ça, je peux me dire que j'avais raison. Au moins à cet endroit-là de ma vie, je contrôle, j'avais raison. Ça peut être intéressant de commencer à noter, vous savez que moi j'aime bien vous donner plein de choses pratiques, commencez à noter votre façon de parler. Si tu parles toujours en jamais, toujours des choses comme ça très extrêmes, ces grands mots là un peu dramatiques, ça montre que t'es pas dans ta sécurité. Cette façon de penser en tout ou rien, en blanc ou noir, c'est typique du fight or flight, typique de l'état du système nerveux, du circuit sympathique. Et quand on est dans le circuit sympathique, c'est que notre neuroception, si t'es pas familière ou familier avec la neuroception, je te renvoie à l'épisode de podcast numéro 2 ou 5, quelque chose comme ça, je vais l'écrire dans les show notes. La neuroception, donc cette capacité de notre système nerveux et cette fonction de notre système nerveux qui capte en permanence notre environnement de façon inconsciente, hors de notre conscience. Au niveau de ta neuroception, tu captes qu'il y a un danger. Donc quand tu penses à changer de métier,
pour ton système là aujourd'hui, c'est danger. Et donc, je vais dans tous ces mécanismes d'auto-sabotage, ça me permet de rester en sécurité. Notre cerveau, il est inondé de stimuli en permanence. Et pour pouvoir processer tout ça, notre cerveau, il est conscient de seulement 10% de ses perceptions. Ce serait impossible, en fait, d'être conscient de toute notre neuroception. Ce serait beaucoup, beaucoup trop d'informations. Et le reste, donc les 90% restants, le reste, il est stocké dans le subconscient. Et ce qui détermine ce qui arrive à notre esprit conscient ou pas, c'est si la nouvelle information confirme ce qu'on pense déjà ou pas. Donc, en fait, notre cerveau, il travaille en permanence pour filtrer ce qui pourrait nous amener à un point de vue différent, et puis surtout pas l'amener à la conscience. C'est incroyable quand on y pense ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes, qui sont déjà là en nous. Et ce biais de confirmation, quand il vient renforcer des croyances qui sont pas à notre service, du style j'y arriverai jamais, je suis nul, c'est pas fait pour moi, etc., c'est une forme d'auto-sabotage en soi. Le meilleur exemple, c'est peut-être avec l'argent. C'est un exemple qu'on entend souvent, mais parce que c'est vraiment un des meilleurs exemples. À qui c'est pas déjà arrivé de croiser une belle voiture qui va trop vite ou qui te fait une queue de poisson et sans même le réaliser, te voilà dans ta voiture en train de pester et toi avec ta grosse bagnole, hein, c'est parce que t'es riche, que tu te crois tout permis, ah ça doit être cool d'être riche, etc., etc. Ou les personnes qui arrivent jamais à gagner plus que leurs parents. Parce que ça serait une forme d'irrespect telle que même adulte, je suis toujours en train de continuer à protéger ce lien d'attachement et j'arrive pas, inconsciemment, hein, bien sûr, et je peux pas gagner plus que mes parents. Ou tout ce qu'on a pu entendre. J'ai une amie récemment qui m'envoie un message et qui me dit « Ma grand-mère vient de me dire « L'argent, c'est le diable ». Bon bah voilà. Voilà ce que j'absorbe et sûrement ce qui est absorbé depuis des générations dans ma famille. L'argent, c'est le diable. Bon bah c'est logique que je vais tout faire inconsciemment hein, pour saboter. Consciemment, je peux dire je veux gagner plus, mais inconsciemment, tout mon système va se mettre en branle pour saboter ça. Parce que l'argent, c'est le diable. Et l'ennui, c'est que toutes ces croyances, elles sont formées souvent avant l'âge de 7 ans pour la plupart, et donc elles sont plus du tout appropriées à notre situation actuelle, elles sont plus du tout appropriées puisque maintenant on est adulte et on a des ressources qui sont bien différentes, on vit dans un monde qui est bien plus complexe, on a des circonstances qui sont bien différentes, mais ces croyances, elles sont bien ancrées dans notre subconscient, et donc c'est là qu'il faut aller voir. Maintenant, comment savoir si tu es effectivement dans un cycle d'auto-sabotage ? Alors, plusieurs choses. Là, je vais traverser un petit peu plusieurs scénarios, plusieurs choses que tu peux faire et j'espère, j'imagine, je suis à peu près sûre qu'il y a des choses qui vont tilter. Tu vas dire « Ah oui, ça c'est moi ». Alors, une des premières choses, ça peut être le fait d'être plus conscient de ce qu'on veut pas que de ce qu'on veut. Donc, en fait, tu passes plus de temps à ruminer, à t'inquiéter, qu'à imaginer, à planifier ce que tu veux vraiment et à élaborer des stratégies pour y parvenir, à te donner les moyens d'y parvenir. Ça indique que je suis dans un cycle d'auto-sabotage. Ou alors, tu passes plus de temps à vouloir impressionner des personnes que t'aimes pas qu'à être qui tu es avec les gens que tu aimes. Ça peut être par exemple vouloir prouver à ta belle famille ou à tel ami du lycée avec qui vous étiez souvent en compétition que maintenant tu réussis dans ta vie. Plutôt que de te demander qui tu veux être vraiment en fait, qui tu veux être vraiment dans l'intimité avec les gens que t'aimes de façon authentique. Un autre signe qu'on est dans un cycle d'auto-sabotage, c'est la politique de l'autruche. Par exemple, si je reviens sur le sujet de l'argent, tu sais pas où est-ce que t'en es vraiment dans ta situation financière, t'as pas de clarté, tu préfères juste mettre ta tête dans le sable et pas voir, tu sais pas combien d'emprunts tu as par exemple, ou pas sur le sujet de l'argent, tu vas faire tout ton possible pour oublier ce que t'as dit à telle personne, ou tu te sens pas très bien mais tu veux juste pas voir, donc tu vas pas chez le médecin ou tu vas pas faire cette prise de sang et ces analyses que t'as besoin de faire depuis des mois, etc., etc. La politique de l'autruche. On sait très bien ce que c'est. Superbe méthode d'auto-sabotage. Un autre point, tu t'occupes plus de convaincre les autres que tu vas bien que toi d'aller bien. Les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est l'illustration de ça. Coupons la photo un peu à droite, là, un peu en haut, pour pas que ça dépasse. Voilà, pour que ma réalité soit absolument lisse et parfaite. Mais bon, ça encore, ok, couper une photo. Je comprends qu'on veuille pas montrer sa maison en bordel au monde entier. Encore, ok. Par contre,
quand je suis dans un moment, je suis en train de profiter un moment, du moment et je me déconnecte parce que je suis déjà projetée dans comment est-ce que je vais raconter, quel va être mon narratif sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vais dire dans mon prochain post Instagram. C'est hyper dérégulant. C'est hyper dérégulant parce qu'on est en permanence coupé de nous-mêmes. On s'occupe plus de se dire comment je vais montrer au monde et aux autres. Et puis moi, j'aime bien poser cette question, c'est qui les autres? Aux autres qu'on va bien, que nous d'aller bien et d'être dans le moment. Peut-être que ce que tu as à faire là en ce moment dans ta vie pour aller mieux, c'est pas super sexy et c'est pas très instagrammable. Mais ça serait beaucoup plus à ton service d'aller faire ça et de lâcher un petit peu le narratif que tu présentes au reste du monde plutôt que de t'occuper d'être à fond dans le narratif et de pas être avec toi-même. Ça, c'est aussi un signe que je suis en train de m'auto-saboter. Quelque chose que je vois beaucoup en coaching aussi, t'as peur de tes émotions. Si la chose qui te fait le plus peur, c'est tes émotions, tu es ton propre obstacle en fait. Il y a une coach qui m'inspire beaucoup, que j'adore dans le business et qui dit toujours les entrepreneurs à succès, c'est les entrepreneurs qui acceptent de traverser leurs émotions. Donc peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, mais peu importe le projet que tu aies et que tu veuilles porter, là où tu veux aller, ton projet ça peut être de perdre des kilos, c'est un projet aussi, peu importe ton projet, si t'es pas ok avec le fait de ressentir l'inconfort que ça va générer, parce qu'il va y avoir sûrement des déceptions sur le chemin ou des croyances qui vont émerger qui sont super inconfortables, il y a très très peu de chances que tu y ailles. Donc, pourquoi avoir peur de ces émotions? Si je te disais que 90 secondes, c'est la durée d'une émotion, parce que scientifiquement c'est ça, c'est 90 secondes. Et c'est là où les pratiques par exemple comme le breathwork, elles sont hyper puissantes pour ça. Parce qu'elles nous permettent de nous rendre compte, moi c'est quelque chose que j'entends souvent à la fin des séances de breathwork, les personnes qui me disent j'ai eu toutes les sensations de la colère, ou j'ai eu toutes les sensations de l'anxiété même, et puis j'ai respiré à travers ça, puis je me suis rendu compte que c'était ok, en fait. On se rend compte grâce à des pratiques comme le breathwork qu'on peut se rendre compte que c'est des sensations en fait, et ça passe. Et le truc, c'est que traverser nos émotions, c'est essentiel si on veut atteindre nos objectifs. Donc, avoir peur de ces émotions, c'est une forme d'auto-sabotage. Une autre forme que peut prendre l'auto-sabotage, c'est le fait de poursuivre des objectifs aveuglément. C'est dur ce mot, aveuglément. Sans se demander vraiment, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? J'adore comment Brian Avist le dit. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle dit, tu as adopté le script de quelqu'un d'autre pour ton bonheur. C'est exactement ça. Tu as pris le script de quelqu'un d'autre, tu as dit, ok, je vais calquer ça, ça va être ça. Peut-être même que tu n'as pas adopté le script de quelqu'un en particulier d'ailleurs, juste celui de la société qui te dit de commencer à travailler à 25 ans ou avant, de faire un emprunt pour acheter une maison à 30, d'avoir des enfants dans la foulée, histoire que vraiment tu puisses pas reprendre ton souffle jusqu'à la fin de la trentaine et encore. Je vais te demander de laisser infuser cette question-là. Est-ce que ton script pour la vie heureuse que toi tu veux est vraiment le tien? Note cette question dans ton carnet. Est-ce que mon script pour la vie est vraiment le mien? Note cette question et prends le temps d'y répondre. Prends le temps d'écrire sur ce sujet-là. Et vois ce qui émerge. Une autre forme d'auto-sabotage, c'est de confondre la solution et le problème. Ce qui, du coup, t'empêche de travailler sur le vrai problème. Annabelle Ingleton, c'est une coach que j'aime beaucoup, elle dit que les personnes viennent à elle dit toujours les personnes viennent à moi avec leurs solutions, en fait, pas avec leurs problèmes. Et on pourrait pas le dire mieux. Et moi, c'est vraiment avec cette grille de lecture que je vois mes clients. Quand quelqu'un me dit « je travaille trop », je grignote en permanence, je me dispute avec mon conjoint, j'arrive pas à m'engager dans des relations, j'arrive pas à prendre soin de moi, je bois trop, je fais toujours en fonction des autres, je dépense sans compter, je lance pas le projet que j'aimerais lancer, etc., etc. Je sais que ces personnes, elles viennent à moi avec leurs solutions. Pour elles, ça c'est le problème, mais elles viennent à moi avec leurs solutions. Moi, je me demande quel est le besoin que ces comportements nourrissent, ou ces non-comportements. Le fait de ne pas lancer le projet, par exemple. Quel est le besoin que ça nourrit? Et jusqu'à ce que tu te poses cette question, tu es en train de regarder au mauvais endroit, en fait. J'arrive pas à aller courir. Quel besoin ça nourrit? Comment est-ce que ton système il est en train de te garder en sécurité en t'empêchant d'aller courir? Tes problèmes sont en fait les solutions que ton système a trouvées aujourd'hui parce qu'il n'en trouve pas de meilleures. Et parce qu'il estime que toi, là où tu veux aller, c'est trop dangereux aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Un autre signe que tu es dans un cycle d'auto-sabotage, c'est
t'accordes plus de valeur à tes doutes qu'à ton potentiel. Là encore, observe ton discours interne. J'y arriverai jamais. Est-ce que tu laisses tes doutes occuper tout l'espace, tout le temps? Dans notre cerveau, il y a plusieurs biais. Il y a le biais de confirmation, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a le biais négatif aussi. Le biais négatif, d'un point de vue évolutif, il a beaucoup de sens, parce qu'il est au service de notre survie. Quand l'homme des cavernes, il se balade dans la forêt pour trouver du gibier, il vaut mieux qu'il soit attentif à pas être la prochaine proie que aux petites fleurs, aux nuages. Il n'a pas le temps de regarder ça. Il regarde les traces au sol pour pas, lui, être mangé à son tour. Donc le biais négatif, de voir ce qui est une menace plutôt que tout le reste, ça a énormément de sens, au sens de l'évolution. Il faut pas oublier qu'on est des hommes des cavernes qui essaient d'évoluer dans un monde moderne, qui nous est très peu adapté. Il faut se rappeler ça. Et donc se rappeler qu'aujourd'hui, si on veut grandir, on a besoin d'aller à l'encontre de certains mécanismes qui sont plus pertinents dans le monde où on est. Parce qu'aujourd'hui, on a un toit sur la tête, on a des maisons, c'est plus hyper adapté. Donc toi, ton job, c'est de commencer à voir les petites fleurs et les nuages et à dire à ton cerveau, regarde, c'est safe, c'est pas dangereux. Un autre signe, t'essaies de t'occuper de tout. De tout et de tout le monde, souvent. Or, ton énergie, c'est une ressource limitée. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Concentre-toi là-dessus et laisse tomber tout le reste. T'as pas à être partout et t'as pas à être bon partout. Si tu es entrepreneur, je sais que c'est très difficile, crois-moi. Le fait de ne pas avoir à être bon partout, je pense que si on m'avait dit ça il y a quelques années ou même il y a quelques mois, je commençais à montrer les points. Comment ça, et je suis toute seule dans mon activité, etc. Non, je sais que c'est difficile à entendre, mais crois-moi, moi, mon business, il a commencé à décoller quand j'ai décidé de me concentrer sur une chose et pas sur 10 000. Il m'a fallu 2 ans pour le faire. Il m'a fallu 2 ans pour le faire parce que, en fait, je rêvais de n'avoir qu'un seul produit, un seul sujet, mais j'y arrivais pas. La peur du manque, elle était si présente que je faisais une petite action par-ci, une petite action par-là, et 50 € par-ci, et 70 € par-là. J'étais épuisée et les résultats n'étaient pas là. Quand j'ai compris quel besoin était nourri par ce comportement sporadique, complètement erratique dans mon activité, et ben tout a changé. J'ai commencé à travailler avec cette peur du manque. J'ai eu le courage de me concentrer sur les sujets qui m'intéressaient vraiment, de prendre le temps de me former, même si ça voulait dire que pendant ce temps-là, je ne serais pas dans mon activité. Et qu'il n'y aurait sûrement du coup pas de rentrée d'argent. De me donner des temps de développement, de réflexion, que je ne pouvais pas me donner avant, parce que la peur du manque, elle était si présente que ça donnait cette énergie-là dans tous les sens. Tant que tu portes pas à la conscience quel besoin est nourri par tes actions ou tes non-actions, tu peux pas adresser l'auto-sabotage efficacement. C'est quoi le besoin derrière? Un autre signe, un autre mécanisme, c'est t'attends quelque chose, quelqu'un à l'extérieur qui va te dérouler le tapis rouge. Si mon compagnon croyait plus en moi, ce serait plus facile de lancer mon business. Si je pouvais avoir une subvention, ce serait bien, etc., etc. Et puis on entretient cette illusion que le succès, il est donné à ceux qui ont plus de talent, qui ont plus de privilèges. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si t'arrêtes d'attendre la personne qui te soutient, la validation extérieure, la petite aide qui va tomber du ciel, si t'arrêtes d'attendre, tu vas te rendre compte que le succès, il est donné à ceux qui trouvent l'endroit, cet endroit, vraiment ce sweet spot, où se rencontrent leurs passions, leurs intérêts, leurs compétences, et, si tu veux gagner de l'argent avec cette activité-là, un besoin du marché. Si tu trouves cette intersection entre tes passions, tes intérêts, tes compétences et un besoin du marché, et que t'es dedans pour le long game, et que tu t'interdis d'abandonner, tu ne peux que réussir. Alors les parties protectrices de toi, ton cerveau, ils vont t'offrir plein de pensées qui vont à l'encontre de ce que je viens juste de te dire, plein d'excuses, plein de toutes ces croyances qui vont remonter, mais véritablement, passion, intérêt, compétence, besoin du marché et interdiction d'abandonner égale succès. Un dernier signe que tu es dans un cycle d'auto-sabotage, c'est tu réalises pas tout ce que tu as accompli. Tu prends pas le temps de te retourner. Et je crois que cette forme d'auto-sabotage, c'est la plus fréquente que je rencontre en coaching. Vous savez, cette semaine, ça allait mieux, mais... Est-ce qu'on peut s'arrêter sur juste le début de la phrase, là? Ok. Qu'est-ce qui était mieux? Ah, j'ai réussi à m'attraper beaucoup plus rapidement quand ce truc-là m'a agacé avec mon mari. Super. J'ai réussi à garder mon sang-froid, à aller m'isoler, à aller travailler avec les parties de moi. Waouh! Magnifique. Oui, mais... Non, pas mais. C'est énorme, c'est immense.
Est-ce que tu prends le temps de te retourner et de te dire c'est immense, c'est énorme, bravo, et que tu te donnes cette validation dont je parlais avant, qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient bien de l'intérieur de nous. Les œillères qu'on se met quant à nos progrès. C'est comme si tu avances, toi tu te transformes, mais l'image que tu as de toi-même, elle reste la même. Assure-toi que l'image de toi-même évolue avec toi, avec la façon dont tu évolues. T'es pas la même personne que t'étais il y a 2 ans, voire même t'es pas la même personne que t'étais il y a 3 mois si t'es sur un chemin de guérison. Assure-toi que l'image que tu as de toi évolue en même temps que toi. Donc voilà un peu des indices auxquels tu peux commencer à porter attention pour voir si t'es dans un cycle d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, il se produit quand il y a 2 besoins en conflit. Un conscient, souvent c'est inconscient, et un subconscient. Prenons un exemple. Je veux être en relation avec mon compagnon, mais j'arrête pas de le repousser. Je suis exécrable avec lui tout le temps, je suis pas patiente, il m'agace, peut-être même sa présence m'agace, mais j'ai qu'une envie, c'est d'être en relation avec lui. Lui, il est très patient, mais quand je vais trop loin, il finit par s'éloigner ou par devenir agressif à son tour parce que le vase a débordé. À ce moment-là, la culpabilité m'envahit, je me dis que vraiment j'ai un problème parce que je veux avoir une relation harmonieuse, intime avec lui et juste j'y arrive pas, qu'est-ce qui va pas chez moi, je dois être folle, etc. etc. Non. Demandons-nous, qu'est-ce qui se passerait si je m'engageais vraiment dans cette relation comme je dis que je le veux? C'est quoi le risque? Je serais moins indépendante. Ok. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais moins indépendante? Je serais faible. Et je pourrais pas prouver à mes parents que je peux voler de mes propres ailes. Ok. Donc au niveau subconscient, la croyance, c'est plus je suis en relation, plus je suis faible. Donc il y a un conflit entre le besoin d'indépendance et le besoin d'être en relation. Et c'est pour ça que je peux avoir l'impression qu'il y a une force invisible qui me contrôle et qui fait que je suis odieuse avec mon compagnon, que je fais tout pour saboter la relation alors même que tout ce que je veux, c'est d'être avec lui. Prends la situation dans laquelle t'es coincé et puis pose-toi la question. Quel est le risque? Et là, quand tu fais ça, essaye de pas chercher la réponse. Laisse les parties de toi répondre. Laisse venir ce qui vient. Et puis ensuite, choisis une modalité qui t'inspire pour travailler avec les croyances au niveau subconscient. Moi, c'est le travail que je fais en coaching avec mes clientes. J'insiste sur le fait que cette analyse-là que je viens de faire, je me suis rendu compte qu'il y avait un conflit avec mon besoin d'indépendance, par exemple. Cette analyse, c'est la première partie du travail. La première partie du travail, c'est pouvoir porter à la conscience toute la partie immergée de l'iceberg, toutes ces croyances qui souvent font partie de nous et qui sont ancrées en nous depuis si longtemps. Mais la deuxième étape, donc là, d'aller remplacer la croyance existante par une croyance qui est à notre service, la deuxième étape, elle est essentielle. Remplacer la croyance existante qui est à l'origine des comportements d'auto-sabotage par une croyance qui est à mon service, c'est essentiel. Sinon, on n'avance pas. Travailler seulement au niveau conscient ne suffit pas, ici. Et c'est peut-être pour ça que tu es en thérapie classique par la parole depuis des années, que tu as de la clarté sur plein de choses et que ça t'aide à aller mieux, parce que déjà, juste de se dire « Ok, je suis pas folle, y a rien qui va pas chez moi, etc. » Ça aide déjà à aller mieux, c'est une première étape, mais concrètement, il y a rien qui change dans ta vie. Or, pour moi, la guérison, elle doit être mesurable. Si tu es entrepreneur, ton activité, à mesure que tu guéris, elle doit se développer. Tu dois avoir plus de joie dans ton travail. Tu dois faire ton travail avec plus de calme. Tu dois, peut-être que tu retrouves la flamme que tu avais perdue. Tu as assez de confiance en toi pour enfin lancer ce business que tu veux lancer depuis longtemps et puis que tu lances pas. Tes relations, elles sont plus harmonieuses. Tu es en meilleure santé. Ça doit être mesurable. Avoir de la clarté sur la façon dont tu t'auto-sabotes, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Je vais pas décrire de façon exhaustive les moyens qu'on a de s'auto-saboter. Ça, je le fais en coaching avec mes clientes, mais je vais en citer quelques-uns quand même. Le perfectionnisme et la procrastination. Yes. Peut-être sur le podium, ceux-là. Ils vont main dans la main. Si vos parents vous ont dit des choses comme « Ah bah avec des notes pareilles, t'iras pas loin dans la vie hein », ou « Toujours une excuse pour rien faire, celle-là », ou « De toute façon, t'en fais pas une de bonne », etc., etc., il y a de grandes chances pour que vous ayez du mal à avoir de l'estime de vous. T'as peur qu'on te trouve nul parce que tu te trouves nul. Et quand t'arrives enfin à sortir de l'immobilisme pour produire quelque chose et pour l'amener dans le monde, faut que ce soit parfait. Parce qu'il faudrait que personne ne puisse même avoir l'idée de critiquer ce que t'as fait, parce que juste ça te terrorise en fait.
Et donc tu repousses le moment de livrer cette chose, que ce soit une présentation que tu as à faire au travail, un live que tu veux faire sur Instagram et que tu as préparé mais que tu fais pas, ça peut être publier ton livre, publier ton nouveau site internet, présenter, même en parler, présenter un projet d'activité à ton compagnon, à ta compagne, dire voilà j'aimerais me lancer là-dedans, est-ce que tu me soutiens, etc. etc. Faut tout que soit parfait, que tout soit lisse. Perfectionnisme et procrastination, c'est souvent les deux faces d'une même pièce. Un autre moyen, c'est l'utilisation de ce que je vais appeler les anesthésiants. La nourriture, l'alcool, la drogue même, la cigarette, Netflix. Et tout ça, c'est des outils dont la plupart, bon sauf la drogue, mais la plupart, tous en fait, ils sont hyper facilement accessibles, ils sont même complètement acceptés dans la société, puisqu'on est dans une société traumatisée, mais leur véritable fonction, c'est d'éviter de faire ce qui va vraiment te permettre d'avancer. Pendant que t'es sur Netflix, t'es pas en train de travailler sur tes offres. T'es pas en train de réguler ton système nerveux. T'es pas en train de créer des relations nourrissantes dans lesquelles il y a de la réciprocité avec des personnes qui vont te soutenir dans tes objectifs. Et pourtant, c'est tellement accepté. Netflix and chill. Qui ne connaît pas Netflix and chill ? Je dis pas qu'il faut jamais regarder de séries. Moi, je regarde des séries. Mais je fais des pauses. Et je sais que si je suis capable d'être 2 semaines sans regarder une série, et même sans m'en rendre compte, je m'en rends pas compte, ça fait 3 semaines que j'ai pas regardé une série, c'est que je la regarde vraiment pour le plaisir. Pas parce que j'ai besoin d'un shoot de cortisol, ou parce que j'ai besoin d'oublier à quel point je suis encore loin de la vie que je veux vraiment et de la vie que je veux créer. Une autre forme d'autosabotage, c'est le fait de s'inquiéter de tout. C'est un véritable mécanisme de défense, qui est pas très efficace, on va voir. Si tu es quelqu'un de créatif, et la plupart des entrepreneurs le sont, tu t'inquiètes peut-être de tout, ce qui te place dans la catégorie des personnes anxieuses. S'inquiéter de tout, c'est un mécanisme de défense, mais il est faible, il est vraiment pas très efficace. Il s'explique, par contre. La créativité et la rumination, ça se fait dans les mêmes parties de notre cerveau. Et c'est logique. Quand j'imagine tous les scénarios catastrophes, tout ce qui pourrait arriver, en fait, je suis en train de créer, je suis hyper créative dans ces moments-là. Et si tu es dans ces mécanismes-là, tu sais très bien que quand on te dit de pas t'inquiéter, ça ne sert à rien. C'est pire même, parce que dans ces moments-là, t'es dans ton circuit sympathique, au niveau de ton système nerveux, et baisser la garde, ce serait trop dangereux. Donc quand on te demande d'être dans le présent, c'est juste pas possible en fait. Tes pensées, elles sont orientées vers le futur, pas du tout dans le présent, et tu dois pouvoir te réguler pour être capable de revenir dans le présent. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire en coaching, se réguler pour ramener le cortex préfrontal en ligne et pouvoir être dans le présent. Une alternative, ça peut être de commencer à imaginer ce qu'une tierce personne ferait dans cette situation ou d'imaginer tous les scénarios où tu t'en sors, en fait. Quand tu fais ça, tu nourris le besoin de préparer la situation en question parce que pourquoi t'es dans ce mécanisme d'auto-sabotage ? Pourquoi t'es dans ce truc de s'inquiéter pour tout en permanence ? Parce que tu nourris un besoin. On se rappelle, l'auto-sabotage, il répond toujours à un besoin. Souvent, pas un besoin qu'on formule avec notre esprit conscient, mais il répond à un besoin. Donc tu nourris le besoin de te préparer, d'anticiper, mais tu le nourris pas en te restreignant et en t'inquiétant encore plus, mais tu le nourris de façon constructive, en t'imaginant comment tu ferais, à quoi ça ressemblerait cette situation si tu t'en sortais. Alors je sais que je dis des choses dans cet épisode qui sont peut-être difficiles à entendre, peut-être que vous avez pas super envie d'entendre, mais c'est pas pour vous dire voilà, vous faites tout mal ou je sais pas quoi, c'est pour que vous soyez motivés à réécouter à nouveau cet épisode avec votre carnet de notes et que vous posiez les questions suivantes, que vous les posiez vraiment. Je vais mettre aussi les questions là dans les show notes, mais je vais te poser quelques questions. Prends ton carnet, sauf si t'es en voiture, pose l'épisode et réponds vraiment honnêtement à ces questions. Est-ce que ton comportement aujourd'hui, il est en phase avec tes objectifs ? Ton comportement est-il en phase avec tes objectifs ? Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'empêche d'agir pour réaliser tes rêves, pour les atteindre, ces objectifs ? Est-ce que ton comportement, il est en accord avec tes valeurs ? Encore une fois, si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'empêche de prendre des mesures qui soient en accord avec tes valeurs ? Est-ce que tu ressens un malaise ou un inconfort quand tu progresses ? Si oui, là, on a besoin de creuser davantage. Est-ce que ce malaise, il est basé sur ce que les autres t'ont dit et qui, à un moment donné, a limité tes aspirations ? Ça peut être tes parents, un ex, un ami même, une grand-mère. Souvent, ça vient de nos parents. Mais est-ce que c'est basé sur ce que les autres t'ont dit ou ont dit de toi ? Est-ce que ce malaise ou cet inconfort à progresser, il est basé sur la peur de l'échec ? Ou sur l'inquiétude d'avoir l'air bête, que les autres se moquent ? Et une dernière question, si tu fais mieux, que tu obtiens plus, que tu réussis finalement, est-ce que tu as tendance à croire que le succès,
c'est plus que ce que tu mérites, que ton succès, ça dépasse ce que tu mériterais. Autrement dit, est-ce qu'il y a la croyance derrière que je ne mérite pas? Une autre pratique qui est intéressante, tant que tu es avec ton carnet, même si là c'est plus une pratique de visualisation, si t'es entrepreneur ou aspirant entrepreneur, hein, peu importe, même si c'est pas ton activité à temps plein, que je sais pas, t'as une boutique Etsy ou que tu veux mettre une chambre de ta maison à Airbnb, peu importe si t'as un projet, qu'en tout cas tu veux plus que ce que t'as maintenant, je t'engage à faire cet exercice. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer présenter ce projet dans une pièce à tes parents et à tes grands-parents. Tout le monde est réuni dans une pièce, à tes parents, tes grands-parents. Tu présentes ton projet et laisse venir à toi ce qu'ils diraient. Ce que eux diraient, ce que tes parents et grands-parents en diraient de ce projet. Et je te garantis que tu vas avoir la plupart de tes croyances limitantes qui vont ressortir. Là, dans cette visualisation. Exercice absolument génial. Souvent aussi, on s'auto-sabote parce qu'on s'est fixé ce grand objectif. C'est génial de se fixer des objectifs ambitieux. Mais parfois, ça peut être écrasant. Prenons un exemple. Je sais que je veux que mon activité me rapporte 5 000 € par mois net et j'en suis qu'au début, au tout début de mon activité. Je peux me dire, oh là là, j'y arriverai jamais. Je suis tout de suite inondée par ces j'y arriverai jamais, ça m'écrase en fait. Ou je veux perdre 15 kilos. Même chose. Wow, hyper écrasant. Mais souvent, on peut pas s'empêcher de faire ça parce qu'on a envie de voir la grande chose. C'est ça qu'on veut vraiment. Ok. Ayez l'objectif hyper ambitieux. Mais résistez à vous laisser écraser et adoptez une autre stratégie à la place. Décomposez l'objectif, faites du rétro-planning et laissez-vous surtout, ce point-là il est super important, laissez-vous largement le temps d'y arriver. Souvent on s'immobilise, pourquoi ? Parce qu'on s'impose des timelines qui sont pas réalistes. Et moi j'ai été vraiment l'experte de ça. Encore une fois, je ne me pose pas en « je fais tout bien », pas du tout. Moi j'ai été une experte des timelines pas réalistes. Et quand c'est arrivé que mon compagnon il m'aide dans mon activité et qu'il me dise ok bah voilà ça tu me demandes, j'aurais besoin de 3 jours pour le faire, je sais pas moi, un site internet, quelque chose, et j'étais là mais n'importe quoi, tu peux le faire en une matinée et ça sert à rien. Et souvent on se disputait parce que j'étais complètement irréaliste dans mes timelines parce que il y avait tellement cette peur du manque, j'étais tellement dans mon circuit sympathique en fight or flight, tellement dans ce tout ou rien, dans ce maintenant ou jamais, si en gros ce que je lui demandais c'était pas fait à la fin de la journée, ça n'arriverait jamais quoi. Pour moi. C'est vraiment cette façon de penser typique de l'état sympathique. Et donc du coup, j'ai vraiment dû faire ce travail de régulation sur moi, commencer à prendre mes objectifs, à décomposer, à faire du rétro-planning et me dire, ok, si je veux être là dans 1 an, où est-ce que je dois être dans 6 mois, où est-ce que je dois être dans 3 mois, ça veut dire que mensuellement, quel est mon objectif, etc. Et là, on peut ne plus agir avec ses émotions, mais plutôt agir plutôt avec notre cerveau gauche, hein, un espace qui est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus à notre service dans ces cas-là. Si, par exemple, je reprends l'exemple des 15 kilos, je peux me dire, bah ok, je vais perdre 15 kilos, mais en 18 mois, par exemple. Donc j'ai besoin de perdre moins d'1 kilo par mois. Donc là, je me dis, bah ouais, en fait, c'est carrément faisable, ça me semble super faisable, je vais aller à la salle de sport, je vais aller marcher dans la nature, je vais ajuster mon alimentation. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est empowering, hein, c'est pas quelque chose qui m'écrase. J'ai la certitude de là où je vais, mais j'y vais sans pression, parce que je sais que j'y vais et que ça va arriver. Et c'est ces moments-là où on a vraiment besoin de réinviter la confiance. Et puis, ce qui est important, c'est de pas s'attarder sur les détails sans importance. Là, on revient au perfectionnisme. Peu importe que voilà, je m'étais dit que je ferais 5 séances de sport, j'en ai fait 4 cette semaine, et ben la semaine prochaine j'en ferai 5. Peu importe que j'ai pas le super portable avec la bonne lumière pour faire ce live que je veux faire sur Instagram. Peu importe. Si vous voulez apprendre quelque chose sur vous, voir ce qui émerge en termes de croyances, etc., faites ça. Donnez-vous un objectif, interdisez-vous d'abandonner l'objectif, et faites le travail à l'intérieur de vous pour y arriver. Et commencez à apprécier le processus, surtout. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce dernier point. Apprécier le processus. On dit toujours, il faut apprécier le chemin. C'est bien beau, mais c'est hyper difficile. Surtout quand on est presque obsédé par ce grand objectif qu'on a et qu'en même temps on est écrasé, et qu'en même temps on voit tous nos mécanismes d'auto-sabotage, c'est hyper dur, c'est un espace qui peut être très déroutant. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. À chaque fois, par exemple, que je fais le travail sur moi, que je travaille avec les parties de moi, que j'ai le courage d'aller à l'intérieur de moi, je ressens vraiment, après, je prends ce temps de ressentir cette satisfaction et de me dire « Waouh, j'ai un peu avancé, magnifique ». À chaque fois que je fais ma série d'ashtanga en yoga, je prends quelques secondes pour me dire, là, quand je suis en shavasana sur le tapis, « You did it », génial.
En ce moment, je suis un programme de course à pied, parce que c'est la chose que j'ai abandonnée à chaque fois. Alors, je le fais pas pour la performance, même si c'est cool, ça me plaît. J'aimerais pouvoir courir 45 minutes sans être complètement essoufflée. Mais je le fais pour voir ce que les parties de moi vont me proposer comme excuse, et les croyances qu'il y a derrière, qui vont émerger et qui m'empêcheront de le faire. Du style, t'as de l'asthme, t'as eu de l'asthme pendant des années, c'est normal, t'as pas besoin de le faire, et puis t'y arriveras pas, etc., etc. Je le fais pour voir là ce qui va émerger, pour m'entraîner à observer ces pensées et à me mettre quand même en action. Et je le fais aussi et surtout pour m'entraîner à apprécier le chemin. M'entraîner à me célébrer à la fin de chaque semaine et dire ok, je recommence une nouvelle semaine la semaine prochaine, génial, magnifique, j'y suis arrivée. Et voir la personne que je deviens dans le processus. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Si là vous vous êtes dit oui, alors je vois que je suis dans l'auto-sabotage, rappelez-vous, ayez toujours à l'esprit, ces mécanismes d'auto-sabotage, ces mécanismes d'auto-protection, ils répondent à un besoin. Quel est le besoin ? Quel est le besoin et quelles sont les croyances qu'il y a derrière ? Ok, ça m'empêche d'aller vers mes objectifs. Est-ce que je peux décomposer l'objectif ? Me mettre des objectifs plus petits, ce qui va me permettre de tenir mes promesses envers moi-même, ce qui va me permettre de commencer à apprécier le chemin et de surtout apprécier la personne que je deviens dans le processus et sur ce chemin. Voilà pour ce premier épisode bien dense de la rentrée. Si tu t'es reconnu dans ce que je raconte, je vais ouvrir les appels clarté pour ma prochaine cohorte de coaching mi-octobre. Et on démarre ensuite la première semaine de novembre. Donc si t'as écouté l'épisode et que tu dis « Ah oui, ça c'est moi », rejoins la liste d'attente, envoie-moi un message sur Instagram si t'as des questions. Je me réjouis de t'accompagner, de vous accompagner et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pas de soucis.